Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo pour présenter EFS Elastic File System. Dans cette vidéo, nous allons suivre la démarche suivante. Nous allons définir le service EFS et puis nous allons définir et détailler ensemble les différentes classes de stockage EFS. Vous allez voir, c'est assez simple à apprendre et à garder en tête. Donc, tout d'abord, définissons ensemble le service EFS. EFS, c'est un service. Si nous travaillons sur un environnement on-premise, en local, dans lequel nous devons partager un système de fichiers entre plusieurs serveurs, nous devons configurer NFS, Network File System. C'est du classique. Et NFS nous permet derrière de partager le système de fichiers sur plusieurs serveurs. Mais la mise en œuvre nécessite des compétences administratives et puis aussi l'implication de plusieurs équipes. Dans un environnement AWS, cela est complètement différent. Nous pouvons le faire en quelques minutes avec EFS Elastic File System. Comme défini par AWS, Amazon EFS est conçu pour fournir un stockage de fichiers sans serveur, encore une fois serverless, entièrement élastique, c'est l'élasticité du cloud, qui nous permet de partager des données de fichiers sans provisionner ou gérer la capacité et les performances de stockage. Un système EFS peut être accessible par plusieurs services. Il est accessible par des instances EC2, mais aussi par des conteneurs ECS Elastic Container Service, et EKS aussi, basé sur la technologie Kubernetes, et puis aussi par des fonctions AWS Lambda à travers des interfaces du système de fichiers, avec l'aide des API bien sûr. Le principal avantage de EFS est l'élasticité. Un système de fichiers EFS s'agrandit et se réduit au fur et à mesure que nous ajoutons ou supprimons des fichiers. Il n'est pas nécessaire d'allouer un système EFS à l'avance et nous payons que pour l'espace de stockage utilisé. En plus, Amazon EFS prend en charge un à plusieurs milliers d'instances EC2. EC2 se connectant simultanément à un système de fichiers. Les instances peuvent être dans différentes régions ou availability zone ou zone de disponibilité. C'est utile pour les applications qui nécessitent donc un accès simultané à des fichiers. Et cet accès simultané et ce montage d'un EFS à plusieurs instances est le principal point fort par rapport à EBS par exemple. Rappelons-nous que EBS est un service de stockage en mode bloc à utiliser avec une instance EC2. D'accord ? Et bien sûr, comme la totalité des services de stockage AWS, EFS nous permet de chiffrer nos fichiers au repos et au transit. Et nous verrons ça en fait dans la prochaine vidéo avec la pratique. La particularité par rapport à ça est qu'on peut activer le chiffrement au repos à reste uniquement lors de la création d'un système de fichiers. Donc attention, si on oublie d'activer cette option-là, nos fichiers seront stockés en clair. Sinon, nous serons obligés en fait de créer un nouveau EFS avec le chiffrement activé. Regardons maintenant les différentes classes de stockage EFS et vous allez voir qu'après les vidéos S3 et EBS qu'on a vues ensemble, la compréhension sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc, on a 4 classes de stockage EFS. Standard EFS, EFS IA, Infrequent Access, One Zone IFS et One Zone Infrequent Access IFS. Je vous invite à me rejoindre sur cette page AWS pour détailler ensemble les différentes classes EFS. Je vais vous rattacher ce lien-là, en fait, sous la section ressources ou dans le document des différents liens et URL nécessaires pour votre préparation. Donc, sur cette page, on voit en fait on a les différentes classes de stockage EFS. Et nous avons un tableau comparatif qui nous facilite la tâche et la compréhension, qui liste les différentes classes de stockage avec les use cases, les cas d'usage, et puis quelques caractéristiques en termes de durabilité, en termes de disponibilité, avec aussi les zones de disponibilité qui sont concernées par chaque classe. D'accord ? Donc tout d'abord, commençons par EFS standard. C'est le mode EFS par défaut. D'accord ? Et c'est le mode qu'on utilise pour un partage de fichiers qui nécessite la durabilité et la disponibilité les plus importantes. Vous le voyez, on a 11.9 en fait pour la durabilité, et c'est très conséquent, et on a 4.9 pour la disponibilité. D'accord ?
Et on a 3 zones de disponibilité. On a ensuite EFS Infrequent Access. Vous pouvez me dire quelle est la différence avec EFS parce qu'on a la même durabilité, la même disponibilité et on a le même nombre de zones de disponibilité. Derrière, on n'a pas en fait le même coût et bien sûr, on n'a pas les mêmes cas d'usage. Pour l'Infrequent Access, on est sur un système de fichiers en fait qui nous permet de classer ou de stocker des fichiers qui ne sont pas très utiles pour notre quotidien, qui ne sont pas accédés en fait d'une manière régulière. D'accord? Et bien sûr, on paye par gigabyte en fait récupéré. On a ensuite EFS One Zone et EFS One Zone Infrequent Access. Le même principe, sauf que là, on est sur une seule zone de disponibilité. Donc, bien sûr, on n'applique pas les meilleures pratiques de résilience. En cas de souci avec le data center hébergé dans cette zone de disponibilité-là, on sera en fait, on aura un problème majeur. D'accord? On ne pourra pas accéder à nos différents fichiers. Par contre, bien sûr, en termes d'usage, ce mode-là, on l'utilise pour des fichiers qui ne sont pas très utiles, qui ne sont pas très critiques. On peut se permettre une perte d'accès temporaire à ces fichiers-là. Donc voilà, nous pouvons partir sur l'une de ces options qui coûtera moins cher. Regardons bien, en fait, on a un certain parallélisme à trouver et à faire avec les différentes classes de stockage euh, au niveau du service S3. Maintenant, voilà pour cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre à la prochaine pour pratiquer EFS, pour découvrir toutes les options nécessaires pour la configuration d'un système de partage de fichiers. Merci à vous.